Merci. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui. Nous sommes là pour parler du maréchal, et dans ce domaine comme dans d'autres, j'ai une prétention. Un peu plus fort. J'ai une prétention, vous m'entendez? C'est bon. Qui est de défendre la vérité. Alors cette prétention aujourd'hui est absolument insupportable pour nos contemporains, parce que la vérité n'existe pas, vous le savez. Hein. Officiellement aujourd'hui, quand on prétend combattre avoir la vérité, c'est un acte, mais de prétention insupportable. Comment peux-tu prétendre avoir la vérité? Ça n'existe pas, c'est ton point de vue. Et d'ailleurs c'était une phrase que Sarkozy employait très souvent, il disait c'est peut-être pas la vérité, mais c'est ma vérité. Bon. Et bien, les catholiques savent que la vérité, ça existe. Hein. D'ailleurs, notre Seigneur nous a dit « Je suis la vérité ». Donc, dans tous les domaines, la vérité, ça existe. Et dans le domaine historique, ça existe. Mais si je pense défendre aujourd'hui la vérité, argument au point, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Dans ma vie, j'ai défendu le faux. Je viens de l'idéologie dominante. J'ai défendu la République, la Révolution, la laïcité, etc., etc. On a tous des casseroles. Et je suis de tempérament un peu passionné, et je suis curieux, et j'ai mis ce tempérament et cette curiosité au service du faux dans mes jeunes années. Et vers 2005-2006, je tombe sur un livre d'un intellectuel assez académique que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alain Gérard Slama. Le livre s'appelle « Le siècle de Monsieur Pétain ». J'étais tombé sur un article dans Marianne, je crois. Et donc je lis cet ouvrage qui est intéressant, qui ne parle pas à proprement parler de Maréchal Pétain. En gros, le thème, c'est la remise en cause du parlementarisme à trois moments de l'histoire de France. Année 1900 autour de l'affaire Dreyfus, année 30 et sous l'occupation. Et donc moi à l'époque, je baignais dans l'idéologie dominante, et j'essayais de comprendre, mais pourquoi des gens, à plusieurs moments donnés, ont-ils essayé de répudier ce qui était pour moi le bien absolu, hein, c'est-à-dire ce système parlementaire. Donc je lis cet ouvrage d'Alain Gérard Slama, qui est un bon livre. Hein. Bon, évidemment, il n'a pas notre logiciel politique, mais bon, ça reste un livre très intéressant. Et plusieurs choses me frappent, et notamment, je sens que d'un point de vue anthropologique et philosophique, il s'est passé quelque chose sous le gouvernement de Maréchal Pétain. À l'époque, je n'ai pas les connaissances historiques, philosophiques et spirituelles pour comprendre quoi, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose qui m'attire. Pour autant, je n'ai pas basculé, je dirais, dans le camp de la vérité. J'y suis arrivé lentement, mais sûrement, au fil de nombreuses lectures. Il y a eu, je dirais, 2 années décisives. Première année décisive, c'est l'année 2008. En 2008, je tombe successivement sur 3 livres qui me mettent, passez-moi l'expression, une claque. Le premier d'entre eux, c'est un livre très académique d'un historien américain qui s'appelle Herbert Lottman. Il avait fait un bouquin qui s'appelait De Gaulle-Pétain, règlement de compte. Ouvrage très académique, qui n'apprend rien de spécial par rapport à la doxa. Mais à la fin de cet ouvrage, Lottman cite des passages de Pétain devant la commission d'instruction, à son procès. Et donc pour la première fois, j'entends la parole de la partie adverse. Et là quand même, je vois Pétain qui évoque la résistance, le rôle de la marine, etc. Je me dis, c'est déstabilisant quand même. Ça me bouscule un petit peu, parce qu'à l'époque j'étais un fervent gaulliste, un très fervent gaulliste. Et ça me bouscule un petit peu. Deuxième ouvrage. Je fréquentais assidûment un magasin que vous connaissez peut-être, c'est parisien, qui s'appelle Bouligny, dans lequel on pouvait acheter des bouquins pour 50 centimes, 3 €, etc. Et un jour, j'achète Laval parle, pour 3 ou 4 €. Laval parle, c'est un ouvrage dans lequel Laval écrit ou répond aux griefs qui lui sont portés pendant son procès. Et c'est une sorte de cri du cœur qu'il fait en l'absence de toute documentation, tout seul dans sa cellule. Cet ouvrage avait une préface de sa fille, Josette Chambrin. Et cette préface est un cri du cœur qui m'avait vraiment touché. Qui est un cri du cœur qui n'était pas de ce sentimentalisme un peu grotesque comme on voit aujourd'hui, à toutes les sauces et en toutes circonstances, mais qui était vraiment un cri du cœur fondé sur des éléments historiques incontestables. Donc déjà, première secousse.
Deuxième secousse, c'est la défense de Laval. Alors il y a des motifs de critique de Laval, et Pétain était pas dernier à en avoir. Mais à l'époque, je ne connais pas très bien le dossier, je ne maîtrise pas tous les sujets dont Laval parle, mais je sens d'une part une sincérité absolue de sa part, et on sent qu'il a tout fait pour se battre pour la France. C'est absolument incontestable. Bon. Donc déjà, ce livre m'a énormément secoué, et comme j'étais à l'époque encore gaulliste, je me suis interdit pendant longtemps de le relire. Parce que j'avais peur de la déflagration, j'avais peur de basculer du côté obscur, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis interdit de le relire. Et troisième choc en 2008, c'est la lecture de l'histoire de Vichy de Robert Harron, qui à l'époque d'ailleurs, pendant la guerre, avait été caché par Jean Jardel. Et alors, à l'époque, ce n'était pas considéré comme un livre pro-Pétain. Aujourd'hui, c'est considéré comme un livre pro-Pétain, parce que la doxa s'enfonce chaque année de plus en plus dans un délire absolu, où la réalité n'existe plus, et abstraction est faite de la réalité. Et dans cet ouvrage, donc, sont évoqués notamment les accords secrets franco-britanniques, le rôle de Darlan, etc. Alors encore une fois, à l'époque, je n'ai pas le logiciel pour tout intégrer et pour tout assimiler. Mais je vois quand même que l'histoire n'est pas celle qu'on m'a racontée dans les années récentes. Nous sommes en 2008. J'arrive à l'année 2009. Et alors là, 2009, je me suis fait foudroyer à 2 reprises. Premier coup de foudre, c'est la lecture que vous connaissez peut-être, j'imagine, de l'ouvrage que vous connaissez peut-être, de Louis-Dominique Girard, Montoire Verdun diplomatique. Je l'achète toujours à Bouligné pour 4 ou 5 euros, pour l'anecdote. Comme quoi, vous voyez, avec peu de choses, une vie peut basculer. J'ai tombé sur ce bouquin sur Internet, par hasard, quelques semaines avant. Et là, on voit que la providence est absolument extraordinaire. Je vais à Bouligné et je vois le bouquin. Alors, je me rappelle, la première fois que j'ai eu, j'ai pas de sous sur moi, donc j'ai pas pu l'acheter. Le lendemain ou la semaine qui suit, je cours le prendre. Et encore une fois, j'ai pas le bon logiciel, je suis encore dans l'idéologie dominante à cette époque-là. Je défends la Révolution, je défends la République, etc. Bon, voilà. Mais je l'ouvre, je lis, et alors là, toujours ce même phénomène, quand on n'a pas le bon logiciel, on ne peut pas tout assimiler tout de suite. Donc j'assimile pas tout de suite. Louis-Dominique Girard nous évoque la vraie stratégie de Pétain anti-Axe, il nous évoque en détail les accords franco-britanniques. Je palpe, mais j'assimile pas tout. Mais il y a quand même 2-3 trucs que je retiens. Première chose que je retiens, c'est que De Gaulle a accepté de devenir anglais. Ça, c'est Henri de Kérillis qui nous l'apprend, c'est qu'en cas de défaite allemande, il y avait un accord entre De Gaulle et les Anglais, comme quoi De Gaulle aurait eu la nationalité britannique, ce qui me choque. Deuxième chose, c'est que je mesure enfin que De Gaulle était un fauteur de guerre civile. M. Bedel l'évoquait, je pense toujours au nom d'un chapitre de Jacques Laurent. Vous savez, c'est cet ouvrage Mauriac sous De Gaulle, ou De Gaulle sous Mauriac, j'ai oublié dans quel sens il dit ça, et un chapitre qui s'appelle « La nationalité des vaincus ». Et Jacques Laurent évoque tel général français a battu tel général anglais, tel général espagnol, tel général français a battu tel général allemand, et il évoque le général de Gaulle qui, lui, n'a battu que des généraux français, en fait. Il a foutu au trou, ou des amiraux, etc. A commencé d'ailleurs par l'amiral Abrial, qui était un héros de Dunkerque, qu'il a jugé bon de mettre avec les assassins, les violeurs, etc., dans la prison de droit commun. Voilà, on voit toute la classe du personnage. Donc, avec cet ouvrage de Louis-Dominique Girard, je mesure que De Gaulle est un homme qui est dévoré par l'orgueil et qui a joué sa carte perso. Il aimait sans doute la France, mais il y a quelque chose qu'il aimait et qui place au-dessus de la France, c'était Charles de Gaulle. Voilà, c'est absolument évident. Bon. Et ensuite, deuxième point qui m'a marqué de cet ouvrage, c'est le rôle de Weygand. J'apprends, ou je mesure davantage, que l'armée d'Afrique est le bébé de Weygand. Alors, Louis-Dominique Girard explique que Darlan l'a relancé dans la guerre, mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a pas beaucoup marqué. Mais là, ce que je retiens, c'est que l'un des premiers résistants de France, c'est le général Weygand, qui a refait l'armée d'Afrique. Weygand a été arrêté quand les armées alliées et françaises sont arrivées en Allemagne. Delattre, à ce moment-là, lui rend les hommages militaires. Je lui dis, mais j'ai envie de dire, mais général, excusez-moi, mais il faut être un peu crédible, il faut être sérieux, il faut être cohérent. Si c'est un traître, on ne lui rend pas les hommages militaires. Il y a un problème là. Donc, ou vous vous rendez les hommages militaires et vous ne l'arrêtez pas, ou vous ne lui rendez pas les hommages militaires.
puis cette conciliation permanente dont nous mourons, du bien et du faux, de ces demi-vérités, de ces concessions en permanence, c'est insupportable. Bref, en tout état de cause, en 2009, je redécouvre complètement Végan. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y avait eu un téléfilm à la télé sur la défaite de 40. Et on découvre un Végan capitulard qui demande à tout prix l'armistice, parce que bien entendu les Français, en juin 40, demandaient tous à se battre. Hein. On s'en souvient tous. Hein. Bon. On découvre ça, et donc moi je me dis, mais ce mec est une ordure, c'est un traître. C'est ce que le téléfilm voulait me faire comprendre. Bah, à l'époque, moi qui étais un adolescent, je l'avais compris. Bon. Et là, je redécouvre un Végan anti-allemand, premier résistant de France, quasiment. Sachant qu'en fait, pour moi, le premier résistant de France après Pétain, c'est le général Bergeret. Pourquoi? Secrétaire d'État à l'aviation, qui a refait clandestinement une aviation française. Je cite dans mon livre la déposition du général Bergeret au procès Pétain. Quand on ne peut pas condamner Pétain après cette déposition, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Donc on voit que nos contradicteurs sont de mauvaise foi, qui sont condamnés à la mauvaise foi, à la torture. Donc quand même, je ne mesure pas toute la portée du bouquin de Dominique Girard, mais j'en retiens des grandes idées, et je suis secoué. Et cet ouvrage aussi, je me suis interdit de le relire pendant très longtemps. Mais j'ai eu un deuxième coup de foudre en 2009. Et là, encore une fois, la providence extraordinaire, quoi. Je suis désolé, mais c'est ça. Je retourne à Bouligny. Et je tombe sur un bouquin sur la mort de l'amiral Darlan qui m'intriguait. Je ne comprenais pas quel était ce complot qui avait assassiné l'amiral Darlan. Et c'est un bouquin qui a été écrit par un journaliste américain dans les années 60. Donc ni un gaulliste, ni un vichiste, donc quelqu'un qui n'est pas de parti pris a priori. Et là, je suis foudroyé. C'est comme si on vous apprend que Jeanne d'Arc a gagné la bataille d'Austerlitz, quoi. On se dit, ah mais il y a des petites erreurs dans les livres d'histoire, quoi. Vous voyez? Bon. C'est comme si on vous apprend que c'est Martin Luther qui a découvert l'Amérique. Bon. Donc là, je me prends une claque gigantesque. J'ai multiplié les lectures pendant plusieurs années ensuite, et soyons très clairs, il y a une part de moi qui ne voulait pas admettre la vérité. Je me le refusais. Parce que je ne voulais pas basculer du côté obscur de la force. Et donc, il y avait des pesanteurs psychologiques énormes qui m'ont empêché, comme je parle comme la Cour de cassation, de tirer les conséquences de mes propres constatations. Il y avait des pesanteurs culturelles, sociologiques, colossales, qui m'empêchaient. Je pense être quelqu'un d'intellectuellement honnête, hein, j'ai beaucoup de défauts par ailleurs, mais les lectures que je lisais, je suis avocat de profession, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les pièces dans le dossier. Bon. Et quand on s'aperçoit que le dossier est accablant au bout d'un moment, bah, on bascule. Et en 2014, j'ai commencé à parler publiquement de l'affaire Pétain. Et je pense l'avoir remise un petit peu à la mode auprès des âmes françaises et des consciences françaises. J'ai d'ailleurs été confronté à la mauvaise foi des gaullistes qui est sidérante, quoi. Enfin, ces gens-là sont possédés, quoi. C'est une mauvaise foi pharisienne, quoi. C'est vraiment... La réalité n'existe pas. Voilà. Que Pétain ait soutenu pendant toute la guerre le chef de la résistance alsacienne, Paul Dingler, ça n'existe pas. L'armée d'Afrique, ça n'existe pas. J'ai fait un débat avec Christian Van Est, gaulliste. Sympathique par ailleurs. Hein. Mais quand je lui ai dit que c'était Végan qui avait refait l'armée d'Afrique, il a explosé de rire. C'est quand même problématique. Bon. On n'explose pas de rire quand on dit que Jeanne d'Arc a gagné la bataille de Patay. On n'explose pas de rire quand on dit que Napoléon a gagné la bataille de Starlitz. Donc si c'est la réalité, il faut se plier à la réalité. Point. C'est tout. Donc la réalité n'existe pas pour les gaullistes, et de vous à moi j'ai une petite formule, hein, je trouve que la gauche est devenue une maladie mentale, et le gaullisme est une branche de cette maladie, et ma foi, sauf grâce du bon Dieu, les cas ne sont pas guérissables. Alors bon, moi j'ai guéri en l'occurrence, mais c'était justement grâce du bon Dieu, mais malheureusement, ce sont des cas, enfin voilà, il ne faut pas essayer de les convaincre, il ne faut pas perdre son temps. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans la jeunesse française, de plus en plus de gens sont intéressés par la question Pétain. De plus en plus de gens. Parce que ce qu'on apprend, c'est que Pétain, en vérité, a été un des premiers, je dirais, adversaires de l'Axe, qui n'a pas cessé de leur jouer des tours et de porter des coups à l'Axe. Il l'a fait, notamment, si vous voulez, moi je résume tout en une formule, que je cite dans mon livre. Les Français qui se sont battus en Afrique du Nord, en Italie, en Provence, en Autriche, en Allemagne, n'ont pas répondu à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ils ont obéi à l'ordre
de l'amiral Darlan en sa qualité de dauphin du régime et de numéro 2 du général Pétain, du maréchal Pétain. Ils ont obéi à l'ordre de Darlan, selon un plan de reprise des combats établi par Pétain et Darlan en août 1940. Qui sait que le 4 août 1940, Pétain et Darlan ont créé, ont établi un plan de reprise des combats? Personne. Qui est au courant des accords secrets franco-britanniques, Rouget-Churchill, Halifax, Chevalier et Marshall-Exel? Qui est au courant de ces accords-là? Qui est au courant qu'il y avait des clauses de reprise de combat à ce moment-là? Très peu de gens. Qui est au courant de la collaboration franco-américaine entre Weygand et Robert Murphy, au titre de laquelle des consuls américains sont venus préparer le débarquement? À plusieurs reprises, les Allemands ont demandé l'expulsion des consuls américains d'Afrique du Nord. Toujours le maréchal Pétain a refusé. Pétain a toujours refusé qu'on expulse les consuls américains d'Afrique du Nord qui préparaient le débarquement. Toujours. Je cite dans mon bouquin des archives allemandes qui sont des coups de pression énormes sur le gouvernement pour obtenir ce retrait-là. Personne n'est au courant de ça. Je précise aussi, pour parler de collaboration franco-américaine, que les services secrets français ont donné des plans de chars, c'est via l'agent Poniatowski, des plans de chars français aux Américains. Qui ont, il faut reconnaître aux Américains qu'ils ont fait quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est Eisenhower qui, dans ses mémoires, au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine, nous dit-il, était moins forte que l'armée polonaise. Ce sont ses mots. Et ils ont quand même refait une armée quasiment ex nihilo impressionnante. Bref. Personne ne parle de ça. Personne ne parle du fait que toute la politique de Pétain, quand il l'a plu, était d'empêcher la présence des Allemands en Afrique du Nord. Il l'a fait en juillet 40, quand Hitler a demandé à pouvoir utiliser les bases en Afrique du Nord. Pétain a refusé. Il l'a fait en refusant l'application des accords de Paris. Et il l'a fait surtout, qui sait ça, en faisant échouer l'opération Félix qui visait à attaquer Gibraltar, à l'aide de Franco. Qui sait ça? Et à l'aide, ne l'oublions pas, de Renzo Sawada. Renzo Sawada qui était un attaché militaire japonais, francophile, qui a révélé les plans d'Hitler à l'as des As, le colonel Fonck, que vous connaissez peut-être, René Fonck, qui est un grand héros français, et René Fonck qui en a parlé ensuite au maréchal Pétain, et dans les biographies officielles de Fonck, c'est bizarre, on n'en parle pas, c'est pas très grave. Mais bon, ainsi soit-il. Donc Pétain a tout fait pour empêcher la présence de l'Axe en Méditerranée, et il a préservé la Méditerranée vierge, ce qui est un acquis militaire stratégique exceptionnel. Qui sait ça? Personne. Et sur le rôle de Darlan, j'y reviens un instant, pendant l'opération Torche, et sur le fait que l'armée d'Afrique n'aurait jamais bougé un orteil à la demande de De Gaulle, d'ailleurs elle n'a pas bougé un orteil à la demande de Giraud, je cite l'archive qui tue dans mon livre. Les mémoires d'Eisenhower. Et Eisenhower vous raconte tout ce que je vous dis. L'armée d'Afrique était anti-gaulliste. Elle n'aurait jamais repris les combats à la demande de De Gaulle. Elle ne l'a pas repris à la demande de Giraud. Et c'est que sous l'influence de Darlan qu'elle l'a fait et que de toute façon, elle l'aurait pu. Alors bien sûr, il ne vous parle pas des télégrammes secrets, il ne les connaissait pas. Mais en tout cas, il évoque que cette armée d'Afrique était vichiste, comme l'a dit M. Lindre tout à l'heure. Qui sait ça aujourd'hui? Et la plus grande usurpation de l'histoire de France, c'est qu'on nous fait croire que ces troupes-là étaient gaullistes. Mais c'est un monde de fous. C'est un monde de fous. C'est une dénaturation de la réalité absolument hallucinante. Donc, je renvoie à l'ouvrage du général Lafargue, qui était un collaborateur, qui était même plus qu'un collaborateur, qui était membre du cabinet de Lattre de Tassigny, et qui a défendu les mémoires de Pétain après la guerre. Je vous renvoie à son ouvrage, La victoire de Vieux-Renard, où il évoque donc la politique extérieure de Pétain sous 4 axes: préserver la virtualité de l'alliance avec l'Angleterre, en ne leur déclarant pas la guerre, parce que quand même Mersel Kébir, la Syrie et Dakar, c'était des casus belli, dans un temps normal, bon. En faisant des accords secrets avec les Anglais. Deuxième axe, collaboration franco-américaine, je vous ai évoqué le rôle de Darlan en Afrique du Nord. Troisième axe, préserver la Méditerranée vierge. Quatrième axe, la relance de la guerre vers l'armée d'Afrique au moment opportun. Un mot sur la politique intérieure. Avant toute chose, Vichy, c'est la contre-révolution. Voilà, je vous la fais simple. Et ça s'est traduit par un retour du catholicisme et par une mise en valeur de ses valeurs familiales, de ses valeurs terriennes.
Très concrètement, qu'a-t-on fait? Bon, on a interdit ce que j'appelle moi la franc-poissonnerie, hein, n'est-ce pas? On a donc globalement toutes les sociétés secrètes. On a donné beaucoup plus de moyens aux écoles libres. On a mis un terme à la fiscalité injuste des congrégations. Je cite Paxton, on rétablit l'Église dans ses privilèges. Pétain, le 28 mars 1943, reconsacre la France au cœur immaculé de la Vierge, 300 ans après Louis XIII, pardon. On crée des confédérations corporatives donc pour les paysans, etc. L'école, il y a une révolution dans l'école, on réintroduit Dieu dans l'école. L'école est considérée non plus, comme nous dit M. Vincent Payon, un lieu où on doit se détacher de ses valeurs pré-républicaine, valeur infâme. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que l'école aujourd'hui se considère elle-même comme le lieu où on doit apprendre à répudier la France. C'est ça que ça veut dire quand on traduit. Bon. Et bien, quand on lit les maximes de Pétain, l'école devenait la prolongation de la famille. Aujourd'hui, l'école sert à nous affranchir de la famille. Sous le maréchal, ça sert à prolonger la famille. Évidemment, vous savez tout ce que Pétain a fait pour les paysans. Petite anecdote, quand Izorni va voir Pétain en 46-47, à l'Île-Dieu, il y va avec son confrère, le maire. Il va à l'Île-Dieu, donc il est sur le chemin, et sur le chemin, il croise un paysan. Et comme l'Île-Dieu c'est petit, tout le monde se connaît plus ou moins, donc là il voit deux étrangers, donc il se demande qui sont ces personnages. Et donc Izorni se présente, il dit voilà, je suis l'avocat du maréchal. Et voici mon collaborateur, enfin mon confrère, et nous sommes tous les deux les avocats du maréchal. Il fait ah, alors attendez, bougez pas. Il va dans sa maison, et il remet à Izorni un gros paquet. Et qu'est-ce que c'est que ce gros paquet? C'est un énorme morceau de beurre. Et il dit au maréchal, bah voilà, vous donnerez au maréchal ce morceau de beurre. Donc, ils vont à la prison, ils vont voir Pétain. Il dit, voilà maréchal, sur le chemin, nous avons rencontré un paysan. Vous savez que le maréchal était fils de paysan. Nous avons rencontré un paysan. Et il nous a donné pour vous ce morceau de beurre. Et là, Pétain était mis aux larmes. Il s'essuie un peu les yeux et il dit, il faudra partager avec les gardiens. Voilà. Donc ça, c'est un vrai français. Hein. C'est pas comme tous les guignols hein, qui colonisent le pouvoir depuis maintenant des décennies en France. Donc, Vichy, c'est la contre-révolution. Je ne veux pas dire Vichy, mais en fait, c'est le gouvernement français de l'époque, c'est la contre-révolution. Et c'est ça, le crime de lèse-république véritable qu'a commis Pétain. Je suis obligé de dire un mot sur la question juive, parce qu'aujourd'hui, on ramène toujours cette période-là, cette question concernant Pétain. Je serai bref, j'évoquerai la question de la déportation du statut des Juifs, et je vais vous citer deux noms. Premier nom, M. Alain Michel. M. Alain Michel est un rabbin israélien d'origine française, qui a écrit un ouvrage il y a 2-3 ans, qui s'appelle Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français. Et il démontre ce qu'ont démontré d'autres historiens académiques avant lui, M. Léon Poliakov, M. Raoul Hilberg, M. Robert Aron, à savoir que, sur la question de la déportation, si les déportations ont été nettement moindres en France, le facteur principal, c'est le gouvernement de l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, on parle toujours de fake news. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et ben moi, je vais vous dénoncer une fake news du Monde. Je n'ai pas le nom précis, mais on trouve la référence dans mon bouquin, qui, au mois de mai dernier, je crois, a dit que pendant la rafle du Veldiv, avait visé des juifs français. Français. Petite rectification. Au mois d'août 1941, un an avant le Veldiv, les Allemands font une rafle qui vise des juifs étrangers en France et des juifs français. Bon. Le gouvernement ne souhaite plus que des juifs français soient raflés. Petite parenthèse, les Allemands ont fait cette rafle avec l'aide de la police parisienne, non pas parce que le gouvernement leur a dit de le faire. La police parisienne, et ça c'est Alain Michel qui me l'a appris, je ne le savais pas, obéissait à l'autorité de fait. Elle obéissait, elle prenait directement ses ordres des Allemands, sans que le gouvernement intervienne, soit dit en passant. Bon. Et donc cette rafle est faite. Et en gros, la moitié des juifs raflés, ce sont des Français. Et le gouvernement ne veut plus ça. Il ne veut plus qu'on rafle les juifs français. Et donc c'est là qu'on entame des négociations pour qu'on laisse faire la rafle des juifs étrangers. Et de toute façon, petite parenthèse, personne n'avait les moyens matériels de s'y opposer. Ce qui est quand même complètement fou et qui démontre qu'on est dans une époque irrationnelle, c'est qu'on reproche à Pétain de ne pas avoir évité l'inévitable. Ce qui est quand même pas très sérieux. Bon.
Bref. Et donc, on négocie pour qu'on ne rafle plus les juifs français. Et donc, le Veldiv a concerné des apatrides et des étrangers. Il y a eu quelques juifs français à la marge, parce que c'était des gens de prisonniers de droit commun, et puis, le gouvernement peut faire tout ce qu'il voulait, mais l'écrasante, l'immense majorité a concerné des juifs étrangers et des juifs apatrides. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une tragédie, puisque la plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux, ont connu la mort in fine, donc c'est une tragédie. Cette tragédie n'est pas la faute de la France. Je tiens à le dire à tous les guignols qui passent leur temps à dire ça, qui est une pure calomnie. Que voulais-je dire encore sur Raphaël Veldiv? Oui, je voudrais citer M. Xavier Vallat, puisque Xavier Vallat, qui a été commissaire aux questions juives, a averti à l'époque des faits l'un des représentants du comité juif d'Île-de-France, le docteur Gaston Nora, qui est venu témoigner au procès de Xavier Vallat, et qui l'a dit. La rafle devait viser 25 000 personnes, et elle en a atteint que entre 10 et 15 000. Pourquoi? Parce que Xavier Vallat avait averti Gaston Nora. Et ça a permis à beaucoup de gens de fuir, et de ne pas se faire kidnapper, de ne pas se faire rafler. On a quand même le droit de le dire, si c'est la vérité. Bon. Donc Xavier Vallat, qui est une ordure selon le système, a sauvé la vie de plusieurs milliers de personnes. Restons sur Xavier Vallat et abordons la question du statut des Juifs, qui a été fait, quoi qu'on nous en dise, sous l'influence allemande. Sous pression allemande, devrais-je dire plutôt. Puisque c'était pour limiter la casse et retirer les ordonnances nazies que le statut avait été fait. Qu'est-ce qui guidait cette politique, spirituellement parlant? C'est Xavier Vallat qui les a fait, ils sont expliqués à son procès. Xavier Vallat est catholique. Quelle est la position de l'Église sur la question juive? Je vous rassure, c'est légal. Je vous renvoie à une encyclique du pape Clément VI pendant la peste noire. C'est une encyclique qu'il a fait notamment pour dire que les Juifs n'étaient pas responsables de la peste noire. Et au passage, il explique pourquoi. Et il explique quelle est la position de l'Église par rapport aux Juifs, aux populations juives. Et donc, première chose, il nous dit qu'il y a une opposition théologique entre le judaïsme talmudique et le catholicisme, puisque le judaïsme talmudique ne reconnaît pas la venue du Messie. Mais pour autant, l'Église, je cite l'encyclique quand je dis ça, ex cathedra, donc, offre, je crois que le terme c'est le bras séculé de sa protection, quelque chose comme ça. Mais en gros, il dit que l'Église protège les Juifs en tant qu'individu. Donc, opposition spirituelle, mais protection de l'individu. Voilà, tout simplement. Je précise que le pape Pie XI a condamné l'antisémitisme ex cathedra par un décret du Saint-Office du 25 mars 1928. Voilà. Donc l'antisémitisme et le catholicisme ne sont pas compatibles. Il y a une opposition théologique entre le judaïsme talmudique et le catholicisme, mais l'antisémitisme a été condamné par l'Église ex cathedra. Et donc il faut, selon l'infaillibilité pontificale, désolé d'y venir, il faut écouter les encycliques et les mettre en œuvre. Donc Xavier Vallat connaissait tout ça. Il était imprégné de tout ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pareil pour Pie XII. Pie XII a fait ouvrir des couvents, a fait ouvrir des églises pour protéger les populations juives, à un tel point que le rabbin de Rome de l'époque, Eugenio Zoli, enfin à l'époque il ne s'appelait pas Eugenio, il s'appelait Israël Zoli, s'est fait convertir au catholicisme sous l'influence de Pie XII. Voilà. Notamment grâce au rôle que Pie XII a joué dans la survie des Juifs en Italie à l'époque. Donc, puis aussi je pourrais vous parler des communautés juives du sud de la France, qu'on appelait à l'époque les Juifs du pape, parce qu'ils étaient protégés par les papes d'Avignon. Donc il y a toujours une cohérence totale d'un point de vue de l'Église, qui est opposition théologique, mais protection des individus, tout simplement. Et donc Xavier Vallat était guidé par ça. Donc il voulait limiter l'influence du judaïsme en tant que religion non catholique sur la société, mais il a tout fait pour protéger les Juifs en tant qu'individus. Il s'est opposé au port de l'étoile jaune, il s'est opposé à ce qu'on fasse tout un type, je les ai pas en tête, mais je cite dans mon livre tout un type de mesures vexatoires que les Allemands voulaient imposer aux Juifs et auxquelles il s'est opposé. Mais personne ne le sait. Ça n'intéresse pas les gens. Je vais bientôt finir. Voilà ce qui a guidé à l'époque la politique du maréchal. Et ce n'est évidemment pas tout ce qu'on nous dit. Et bien entendu, il y a eu des conséquences qui ont permis la survie de plus de 95% des Juifs français et de plus d'un Juif étranger sur deux. Je renvoie les sceptiques au livre d'Alain Michel, comme ça c'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas, Vichy et la Shoah, enquête sur le paradoxe français. Sur la résistance, je serai très bref. Pétain
faut pas le cacher, a réprimé certains mouvements de résistance, mais il en a soutenu d'autres. Il a soutenu Giusto Laco, il a soutenu le mouvement de Paul Dingler, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est lié donc, à la résistance alsacienne. Il a soutenu le prince de Bourbon-Parme, qui lui rend hommage après la guerre à plusieurs reprises. Je cite un très bel extrait du prince de Bourbon-Parme, un de ses livres à la fin des années 50, où il cite, je cite, le fait que le maréchal Pétain a sauvé la vie d'un très grand nombre de patriotes condamnés à mort par la Gestapo. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux d'un résistant qui a été déporté. Pétain, effectivement, a condamné les résistances communistes et les résistances gaullistes parce que, bah, écoutez, c'est des ennemis du régime, et je ne connais pas beaucoup de régimes qui ne s'opposent pas à ceux qui veulent le détruire. Bon, excusez-moi. Hein. Bon. Et le drame de ces résistants, qui pour grand nombre d'entre eux étaient des héros, c'est qu'ils n'ont pas combattu pour la France. Ils ont combattu pour la restauration de la République. Et c'est en ce sens qu'il faut entendre ma conclusion, qui est une conclusion d'André Figras, de son ouvrage « Scandale de la résistance ». André Figras nous dit ceci. « Moi qui ai été résistant, comme on dit, dès février 41, tout juste à l'âge de 17 ans. Moi qui ai pris des risques, y compris celui d'emmener dans ce combat des camarades qui y sont morts. Moi qui ai fait vivre à ma mère 4 ans d'angoisse qu'elle ne méritait pas, sachant ce que je sais, voyant ce que je vois, j'atteste le ciel de tout mon cœur que je regrette d'avoir été résistant, que j'en ai même dû repentir, et si c'était à refaire, je ne referais pas ce chemin. Je vous remercie.